Bonjour, bonsoir à toutes, bonjour à tous. Alors, je vous invite tous et toutes de commencer à partager la publication de sorte que chacun puisse être informé de ce que nous sommes en train de faire, du combat que nous sommes en train de mener. Le combat, il n'est pas facile, il est difficile, mais il est exaltant, il est passionnant. Lorsqu'on sait qu'on mène le bon et le juste combat pour la noble cause, on n'a pas de regrets. Au contraire, lorsque la conviction est au rendez-vous de la volonté, lorsque la conviction est au rendez-vous de la détermination, lorsque la conviction est au rendez-vous de ce que je pourrais appeler la sagesse, l'implication, alors nous ne pouvons qu'être fortifiés dans le combat que nous menons. Ce combat, je le répète, il est noble, il est juste. Ce combat, c'est le bon combat. Comme nous dit le Seigneur, nous le commande le Seigneur, menez le bon combat, le juste combat et le bon combat. Ce combat, il est noble. Ce combat, il est juste. Ce combat, il est bon. Il est palpitant. Il est exaltant. Alors, Mikasa, Soukassa, merci à toi Isaac Koulibaly. Installez-vous, informez les uns et les autres. Envoyez les invitations. Envoyez les notifications dans les groupes, sur les pages, sur les profils. Partagez sur votre profil d'actualité. Keita Cheikh, bien entendu, est en direct pour parler de cette misérable rencontre, de ces présidents misérables, de ces présidents vomis pour la plupart dans leur pays. Ensuite, pour essayer de comprendre et en même temps faire des suggestions aux autorités maliennes. Je voudrais qu'on comprenne bien ceci. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui, salut à Tafous, les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une force non négligeable. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont ce que je pourrais appeler véritablement le quatrième pouvoir. Ce n'est pas la presse corrompue. Ce n'est pas la presse poubelle, ce n'est pas la presse d'à peu près. Ce ne sont pas des gens qui ont échoué dans leur formation, qui se sont retrouvés, soi-disant, avec des appellations journalistes, alors qu'en réalité, ils n'ont ni la détermination des journalistes, ni la force des journalistes, ni la conviction des journalistes, ni la connaissance des journalistes. Mais beaucoup se disent journalistes, c'est ceux-là que j'appelle la presse poubelle. Les réseaux sociaux, comme je le disais tantôt, constituent véritablement le quatrième pouvoir. Sinon, je dirais même peut-être même le troisième pouvoir. Ou du moins, le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Parce que les réseaux sociaux ont fait tomber des gouvernements. Les réseaux sociaux ont fait changer de trajectoire. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement, je ne sais pas moi, cette bande de personnes qui viennent là, qui ne font que clash. Clash, buzz, clash, buzz. Voilà leur vie. Voilà leur vie. Voilà l'essence de la quintessence de leur présence sur les réseaux sociaux. Clash, buzz, clash, buzz. Mais vous clashez qui, pourquoi? Vous cherchez le buzz, pourquoi, si vous êtes dans la vérité? C'est le buzz qui viendra à vous. Vous n'allez pas au buzz. Keita ne va pas au buzz, mais le buzz viendra à Keita. Parce que Keita est dans la vérité. Keita est dans une logique. Vous serez surpris un jour. Parce que nous sommes en train de mettre sur pied une fondation. Alors, avant de commencer mon intervention, je voudrais dire rapidement ceci. Partagez les gars, faites monter le mercure.
que les uns et les autres soient informés que Keïta a commencé le direct. Je voudrais dans un premier temps mettre en place pour le Mali la plus grande plateforme de résistance pacifique sur les réseaux sociaux. Je voudrais aller au-delà de Barack Obama, qui ne doit sa présidence qu'aux réseaux sociaux. Je voudrais aller au-delà de Donald Trump, qui doit sa présidence grâce aux réseaux sociaux. Je voudrais même ne même pas le citer, même comme il fait partie de l'histoire des réseaux sociaux, Macron. Aller au-delà. Je voudrais mettre en place, avec le soutien des uns et des autres, la plus grande plateforme de résistance. Vous avez des télévisions qui se disent des médias panafricains, qui parlent de panafricanisme, de l'autre par-ci, de l'autre par-là. Mais moi, je voudrais mettre en place pour la première fois, et pour le Mali, la plus grande plateforme de résistance. Résister à tout. Je sais à quoi cela, bien entendu, peut aboutir. Parce que quand vous vous levez pour combattre les multinationales, quand vous vous levez pour combattre les pays corrompus, quand vous vous levez pour combattre vos propres frères, ceux-là même qui ont décidé de vendre leur âme au diable, alors vous avez véritablement un combat à mener. Libérer Ben Souk n'est entre les mains de personne, mon ami. Si tu viens pour sortir des insanités pareilles, je te bloque. Marco, je le répète, tu sors encore Ben Souk, je te bloque. Ce n'est pas ton direct. Tu n'as pas été invité. Tu es venu pour écouter. Si tu ne veux pas écouter, que tu veux te montrer impoli et idiot, je te bloque tout de suite. C'est la dernière fois que je te dis d'arrêter. D'accord. Ben Souk, tu vas le libérer toi-même. Attendez, je vais bloquer ce gars-là. Alors donc, vous ne connaissez pas où se trouvent les autorités judiciaires. Bon, allez casser les portes des prisons, faites-le sortir. Alors donc, comme je le disais, avant que je ne sois interrompu par ce idiot de, je ne sais même pas, Marco ou quoi. Alors, mettre en place une plateforme de résistance. Et dans cette plateforme de résistance, il ne s'agira pas seulement de critiquer. Et c'est ce qui nous tue un peu. J'ai été vraiment interpellé par un jeune Burkinabé aujourd'hui. C'est ce qui nous tue. Nous critiquons, mais nous ne proposons rien. Nous critiquons, mais nous ne soutenons pas. Nous critiquons, mais nous n'allons pas jusqu'au bout. C'est pourquoi le petit blanc, il a bien compris sa présence sur les réseaux sociaux. À un moment donné, le petit blanc, il se dit, d'accord, il faut aller au-delà. La deuxième étape, c'est quoi? C'est qu'il faut faire. C'est qu'il faut entreprendre. Alors, c'est quand on décide d'entreprendre qu'on commence à changer véritablement la donne. Cette résistance-là, nous devons la réussir. Cette résistance, nous devons la mener. Cette résistance, nous devons être les pionniers. Nous devons être les fers de lance. Je regarde au Mali, c'est vrai. Il y a ceux qu'on appelle Yeraoro, c'est ça, debout sur le rempart. Ils sont sur le terrain. Lorsqu'ils lancent, on a l'impression qu'ils sont simultanément et sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Ça, c'est bien beau, c'est beau tout ça. Mais comme je le dis toujours, on n'a pas la même façon. Salut à toi, William Astou, comment vas-tu? Le combat que nous menons aujourd'hui, nous n'avons pas la même dialectique. Je ne parle pas du langage, hein, je dis bien la même dialectique qui est différente du dialecte. Ce n'est pas la même chose. Donc, nous n'avons pas la même compréhension. Et c'est la complémentarité des différents points de vue qui peut donner un sens au combat que nous menons. Des gens ont accès à Assimi Goïta, au Premier ministre Choguel. Non, ce n'est pas ça que Keïta recherche. Keïta veut mettre en place une structure avec des panafricains, en commençant par le Mali. Mener véritablement, dès que nous disons, écoutez les gars, il y a une situation, voilà l'attitude à adopter. Et tout de suite, on adopte l'attitude. Et moi, je reste marqué par
les Soudanais. Je ne parle pas de eux, ils sont dans la phase de la résistance actuellement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les pouvoirs en place. Ça c'est en ce qui concerne les Soudanais. Mais les Soudanais, les Algériens, dès que le message était lancé net, le lendemain, c'est fini. La capitale algérienne était bouclée, la capitale soudanaise était bouclée. C'est à cela que je vais arriver. Être capable, lorsque vous lancez un mot d'ordre, tout de suite, sur le terrain, c'est suivi des faits. Malheureusement, c'est ce qui nous manque en Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on est plus préoccupé par les buzz, par les clashs, par les MLOS par-ci, MLOS par-là. Cette petite fille-là, elle seule, ça dit, elle seule, là, pendant près de 2 à 3 semaines, elle seule, à cause d'une seule phrase qu'elle a sortie, elle a tout bloqué. Tout le monde était concentré sur elle. Tout le monde était concentré sur ce qu'elle a dit par rapport aux hommes. J'ai regardé ça, j'étais dépassé. J'ai dit, bon, tant qu'on aura une attitude pareille, tant qu'on ne comprendra pas, tant qu'on aura à perdre le temps derrière des gens comme les MLOS, à parler des gens comme les MLOS, qui en réalité ne valent absolument rien, qui en réalité ne sont rien, mais ne sont ce qu'elle, c'est-à-dire qu'elle n'est ce qu'elle est, que parce que vous avez décidé qu'elle soit ainsi. Alors, on va continuer, bien entendu. C'est ce que je... Bon, partagez les gars, faites monter le mercure. On a entendu beaucoup de choses. Faites monter le mercure, faites monter mon mercure, partagez les gars. On a entendu beaucoup de choses sur cette histoire des sanctions. Je bénis le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Hier, j'ai pu m'acquitter de cette responsabilité. Hier, j'ai donné ma première vision, j'ai donné ma première communication véritable après les sanctions de la CEDEAO. Et je remercie le Seigneur, vous avez été nombreux à me soutenir et vraiment c'était formidable. Aujourd'hui encore, j'ai en 48 minutes, 50 minutes, j'ai fait ma deuxième communication. Aujourd'hui, c'est la troisième. C'est pourquoi je vous demande de partager, de partager, de partager. Je vous ai dit que nous allons parler de la riposte du gouvernement. Ce que le gouvernement a dit, ce que Assimi Goïta et la transition, ce qu'ils ont décidé de dire, ce qui a été dit. On va écouter tout à l'heure le porte-parole, ça a été fait depuis hier. Ensuite, nous allons essayer de comprendre certaines choses. Il y a tellement de choses à dire. Et ensuite, par la suite aussi, il faut dire que nous avons eu une première information. Je crois que la réalité... Je vais être honnête avec vous. Il y a eu un communiqué de Air France qui a été relayé. Et c'est tombé juste au moment où j'intervenais. Le responsable je crois, de l'aéroport, colonel Kouala, il est sorti, il a parlé, un colonel. Salut à toi ma chérie Joy, comment vas-tu? Le colonel, il a parlé, il a dit qu'il y a des informations, des rumeurs. Moi, je crois qu'il essaie d'éteindre le feu. Comme on dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Effectivement, Air France était sur le point de manquer de respect. Et la réaction spontanée, la réaction spontanée sur les réseaux sociaux, la condamnation sans équivoque, pratiquement de tous ceux qui sont intervenus, ont amené la direction de Air France à rectifier son communiqué
saisir les responsables aéroportuaires pour leur dire qu'il n'en est rien. La réalité, nous la connaissons. Air France a essayé d'étouffer. Air France s'est ressaisie. Air France a compris le message. Sinon, Air France avait réellement décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, que ce soit de l'intoxication, ce n'est pas de l'intoxication. Ce n'est pas de la désinformation. C'était la vérité. Les Français ont compris, se sont ressaisis. Parce qu'ils ont compris que les Maliens sont prêts à aller jusqu'au bout. C'est de tout ça que nous allons parler. Mikasa Sukasa. Et doit ici. Bon, après, tu me rappelles, s'il te plaît, dans WhatsApp, on va s'appeler, ok? Merci. J'oubliais. Je n'ai pas oublié. Installez-vous. Mikasa Sukasa. On va essayer de décortiquer un peu l'actualité. Revenons d'abord, nous allons commencer par le communiqué. Comment vas-tu, Nabégué Fatoumata Souro? Comment vas-tu? Nous allons d'abord commencer par le communiqué de la transition. Il conviendrait de remettre au gouvernement. Oui, on va commencer d'abord par le communiqué de la transition. On va écouter tout, hein, sans interruption. On va écouter. Alors, je vous demande de partager rapidement. Faites monter le mercure. Beaucoup de personnes attendent. Faites monter le mercure. Et puis ensuite, j'allais oublier. Vous voyez, quand je vous dis que Keïta, je ne suis pas de ceux qui sortent pour parler parce qu'il faut parler. J'ai interpellé mon jeune frère Chris Yapi et Dieu merci, il a compris. Nous allons faire passer aussi un message de Chris Yapi que nous avons tous écouté. Et je voudrais tirer mon chapeau à Chris Yapi pour le travail bien fait. Je vous ai dit, Chris Yapi, il reste le meilleur dans son domaine. C'est-à-dire les investigations, les enquêtes. Il reste le meilleur. Et il a fait un travail extraordinaire que j'ai beaucoup apprécié. Il paraîtrait que la CEDEAO, sous l'impulsion de Ouattara, serait sur le point de réactiver, sinon d'activer la force en attente de la CEDEAO. Et c'est quoi? C'est ECOWAS, enfin en anglais. Ou comment vous appelez ça là? La force militaire qui est composée essentiellement des Anangos. Les Anangos en Côte d'Ivoire, ce sont les gens du Nigeria. Mais posez-vous la question. Posez-vous la question. Si le Nigeria est le plus grand, comment on appelle ça, donateur en termes d'éléments, en termes de militaires, en termes de soldats, Ekomog, merci beaucoup Idriss, Ekomog. Comment le Nigeria, jusqu'à la date d'aujourd'hui, est incapable d'éradiquer le phénomène de Boko Haram. Le Nigeria qui n'est pas capable à ces jours de combattre Boko Haram. Le Nigeria qui a tous les problèmes avec Boko Haram, c'est ce Nigeria-là qui va retirer ses soldats du front pour venir combattre les Maliens sur leur territoire. On va décortiquer cette soi-disant proposition de Ouattara. Mais ne vous en faites pas, on a le temps. Tout ce que je vous demande, c'est de partager au maximum. On est 400, chacun n'a qu'à partager 2 rapidement. 3 rapidement, ça fait 800 partages pour qu'on atteigne un certain nombre significatif. Non pas que celui-là n'y l'est pas. Faites monter le mercure, partagez. On va écouter. On va bien écouter et très bien écouter. Vous êtes prêts? On y va. Attendez, attendez. Le gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali a pris avec stupéfaction voilà les sanctions économiques et financières
prises à l'encontre du Mali à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Partagez, et de faites l'Union monter le économique et mercure. monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana. Ces mesures contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CEDEAO sur le chronogramme des élections au Mali. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisation pourtant fondée sur la solidarité et l'idéal panafricain. Curieusement, au moment où les forces armées maliennes engrangent des résultats spectaculaires dans la lutte contre le terrorisme, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'une décennie. Concernant l'UEMOA, un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement, applicable à un État souverain, constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. En outre, le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques et parapubliques ne saurait être appliqué par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. Concernant la CEDEAO, le gouvernement dénonce et rejette les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun texte communautaire. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Le gouvernement du Mali déplore le caractère inhumain de ces mesures qui viennent affecter les populations déjà durement éprouvées par la crise sécuritaire et la crise sanitaire, notamment celle de la Covid-19. Le gouvernement du Mali invite les populations au calme et à la retenue. Face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays, le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoubler de vigilance et à rester mobilisée. Le gouvernement du Mali appelle à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amis. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Le gouvernement du Mali tient à rassurer l'opinion nationale que les dispositions ont été prises pour assurer l'approvisionnement normal du pays par tous les moyens appropriés. Au regard des violations répétées des textes, principes et objectifs de ces organisations, le gouvernement du Mali tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de réexaminer sa participation à ces entités. Bamako, le 9 janvier 2020. D'accord. Merci pour votre attention. C'était Mikassa Soukassa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu bénisse les uns et les autres. Soyez les bienvenus une fois de plus. Partagez les gars. Invitez, informez, déposez sur merci à toi, Souraïm. Toujours, merci beaucoup. Alors, vous envoyez, partagez partout, WhatsApp, Messenger, je ne sais pas comment vous appelez ça, partout, partout et partout. Donc, voilà des chefs d'État que je pourrais appeler des présidents voyous, des présidents
qui ne se soucie point de ce qu'on appelle la légitimité souveraine. La légitimité souveraine. Si ces présidents avaient ne serait-ce qu'un petit respect pour leur peuple, pour leurs concitoyens, ces présidents auraient réfléchi par 2 fois. Comme dit la parole sainte, ces présidents auraient tourné 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. On a l'habitude de dire que Morom ta babouye, ani morom ta fabouye, odiba bana, odiba faflana baflan ni kenema. Si vous n'avez d'égard ni pour votre mère, ni pour votre père, alors vous vous livrez à toutes sortes d'insolences à l'endroit des personnes qui ont le même âge que vos géniteurs. En d'autres termes, si les présidents, les soi-disant présidents des pays membres de la CEDEAO avaient du respect pour leur propre peuple, s'ils mettaient à la place du peuple malien, s'ils mettaient leur propre peuple, est-ce qu'ils seraient capables de voter de telles sanctions contre leur propre peuple? Ils allaient dire non. Donc ces présidents viennent de démontrer qu'ils n'ont ni respect ni considération pour leur propre peuple. Je le dis, je le répète, Alassane Ouattara est un voyou. C'est moi qui l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Attendez, hein, restez là. Aujourd'hui, attendez, restez là, on va écouter un peu. On remonte, hein? Oui, attendez, on va remonter. On va remonter. Attendez, je crois que je dois avoir la vidéo ici. Je vais voir ainsi. Si, ah non, c'est pas celle-là. Au sommet, aux conclusions donc, du sommet de... Non, attendez, non, c'est pas celle-là. Oh non, putain. Voilà, c'est celle-là. Écoutez ici. Biba fugar dia bla farafina de ba fota parce que ni ma fotugo de kuma nuna ni ma foti sa bla fo ko yemo de biba fugar dia bla farafina ama farafina ke fuyi sisa ko kuma kam mbora ko ni mali maso ka wete ka dati korola utilia mamunu balaka doni ke anga jamara kono bi an yere ka yella no kapsa auma nga ate amaraba koro atulo arrange munu ba feka nga jamana bishika klubo adamandulula munu ba feka jamana ke jamana jugusa budde adamandulula munu ba feka jamana du kama koro ka jamana ke bomboye ka muwa adamandulula ko kuma kuna maso ka kulute e fe do fo ayni fo min al bidaya wa akmasira sa ana laje anga sumudu doni ge koroidi ka chori doni kai dono koro se ka bla dodo mi nokoni o koroidi o franjeru bi datugu o beshawo bi jo ntik mai tola le ngone le tola ni ne kon tola doa ka taka kai beshawo ka chishuda karoke kuma jugu te ko hey kabi nyema shuya bi chibo parce que abina foko ni convaincement o mo ko warbe ni ay biski bi wajuli ke hey ande wajuli ke ni machine alaka demete bi hawlillahi wa quwwati kabini to bu man na balla ya balibia akumi malik kumbiya ka soro be shawo ma joya malik kumbiya ka soro mali ma do sedia wala malik kumbiya ka soro mali ni franci ma nyoyi nek ma info ka ko hey en fait voilà, je pourrais appeler un guide religieux qui est frustré, qui manifeste sa frustration en des termes où on ne peut plus clair. Mais revenons un peu en arrière sur, on va prendre les deux en même temps, hein, sur l'intervention de celui qui a lu le communiqué du gouvernement.
il y a des éléments qui m'ont marqué dans ce communiqué. Le Mali se donne le droit de réexaminer sa participation dans ces entités. En d'autres termes, le Mali a le droit de se retirer. Le Mali a le droit de quitter la CEDEAO. Le Mali a le droit de quitter l'UMOA. Mais on va tout faire en même temps. Ouattara dit, si vous n'organisez pas les élections, si vous voulez quitter la CEDEAO sans organiser les élections, nous allons forcer la CEDEAO à violer le territoire malien. Nous allons vous attaquer, vous obliger à organiser des élections. Waouh, waouh, waouh. Voilà un président mal élu. Un président violeur des tests de loi. Avant-hier, l'ancien président du Conseil constitutionnel, M. Yaoundé, a répondu au procureur Adou Richard. Regardez quelque chose d'extraordinaire qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà même du bon sens. Quelque chose qui est moralement inacceptable. Ouattara demande à son valet, il demande à son petit chien de garde, le procureur général de la République, Adou Richard, il demande à ce dernier de mettre tout en œuvre pour que tous ceux qui ont participé à la désobéissance civile qui a terni son image et la crédibilité des élections d'octobre 2020, Ouattara dit de les arrêter, de les mettre tous en prison. Mais voilà celui qui demande à la CEDEAO. Celui qui demande à la CEDEAO une action militaire au Mali. Celui qui demande à la CEDEAO la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Celui qui demande à la CEDEAO de geler les avoirs de l'État malien. Waouh! C'est celui-là qui, en 2016, je dis bien en 2016, lors de la révision constitutionnelle, c'est celui-là qui a fait dire et au président Bédié et au président Kibafouré Soro-Guillaume et pratiquement à tous ceux qui constituaient la plateforme des Oufoutis, c'est-à-dire le RHDP, de faire campagne en disant ceci. La révision de la Constitution ne permet point à Ouattara de briguer un troisième mandat. Est-ce que vous avez compris? La révision constitutionnelle de 2016 ne permettait point à Alassane Ouattara de prétendre pour un troisième mandat. Parce que l'article 183 de la Constitution ivoirienne dit que l'article 55 de la Constitution ivoirienne, dans la rédaction de la nouvelle Constitution, n'a point subi de changement. Donc, il y a ce qu'on appelle en termes juridiques, il y a la continuité législative. Et l'article 183 garantit, c'est le verrou de la continuité législative. En d'autres termes, Ouattara ne peut pas briguer un troisième mandat. Mais Ouattara est sorti pour dire à tout le monde, qui connaît mieux la Constitution que moi, voilà un ignare, un irresponsable, un vaniteux, un menteur, un corrompu, un voleur, président de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Celui qui s'est amassé une fortune de 27 milliards de dollars en 4 ans. Il s'appelle Alassane Ouattara. C'est celui qui dit j'ai un PhD. Oui, un PhD pour voler, un PhD pour tuer, un PhD pour corrompre, un PhD pour trahir, un PhD pour mentir, un PhD pour manipuler, un PhD pour ternir l'image. Un président qui n'a jamais gagné de procès à l'international. Il a envoyé Laurent Gbagbo à La Haye, il a perdu ce procès. Tous les opposants ivoiriens qui ont attaqué Alassane Ouattara en justice, en dehors des justices ivoiriennes, ils ont tous remporté leur procès. Les seuls procès que Ouattara a gagnés de toute sa vie, ce sont les procès qu'il organise en Côte d'Ivoire.
Des procès, déjà, les verdicts sont connus avant les procès. C'est cet homme-là qui dit d'asphyxier le Mali. Il a un piège dit contre le Mali. Il faut asphyxier le Mali économiquement, sur le plan commercial. Il faut asphyxier le Mali. Ouattara demande d'asphyxier le Mali. Pourquoi? Quel est le fondement juridique? Il n'y en a pas. Allons encore en arrière. Alassane Ouattara, on dit que c'est la date du 27 qui est la date butoir. Juridiquement, je dis bien juridiquement, quelles que soient les propositions de la transition, quelles que soient les propositions, je suis plus qu'un soroïste, je suis le père de Soro, Kamis Ibrahim, je suis le père de Soro. Si ça te pose un problème, déconnecte-toi. C'est aussi simple que ça. Si ça te pose un problème, tu dégages. Donc, pour dire quoi? Revenons encore sur la question des sanctions. On dit, tant que, ils ont d'abord dit, ce que la CEDEAO avait dit, si le Mali n'organise pas les élections le 27 février 2022, des sanctions seront prises contre le Mali. Le Mali a dit, nous ne serons pas en mesure d'organiser. Yamaga Bamba, si tu es un idiot que tu es venu ici, je vais te traiter d'idiot. Si ça te pose un problème, tu dégages. Si mon langage te pose un problème, tu dégages. Seuls les idiots se sentent insultés. Seul celui qui est. Ouattara est un menteur. Ouattara est un corrompu. Ouattara est un voleur. Ce sont des états de fait que je signale. Tu ne comprends pas le français. Quand tu ne me connais pas, je vais te dire. Excusez-moi une seconde. J'enseigne, je dis aux gens tous les jours, j'enseigne la langue de Molière aux petits français. J'apprends aux petits français à réfléchir. J'enseigne la philosophie. Je suis un homme de lettres. Donc, si tu ne comprends pas correctement la langue que j'utilise, tu la boucles et puis tu dégages. Je parle l'état de fait des individus, ce qu'ils sont. Si cela semble être une insulte pour vous, je m'en fous éperdument. Tu crois que je vais m'en excuser? D'ailleurs, je ne crois pas t'avoir invité. Les personnes les plus sensées sont là et écoutent. Quand tu regardes, laissez, attendez, je ne vais même pas le laisser rester, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. On a besoin des personnes pour comprendre, on n'a pas besoin de... Voilà. Alors donc, comme je le disais, on dit, la CEDEAO dit, vous avez jusqu'en février, le 27. Sinon, des sanctions seront... Le Mali dit, nous ne pourrons pas organiser les élections selon la date indiquée. Mais d'abord, il faut comprendre. Quelle est cette date du 27? Quelle est cette date du 27? Beaucoup disent que ça a été un piège d'Assimi Goïta. Assimi Goïta aurait dû assumer sa responsabilité depuis longtemps. Il aurait dû dissoudre la Constitution. Il n'aurait pas dû, J'ai dit non. Vous savez, quand ils ont pris le pouvoir, soyons compris. Écoutons-nous très bien. Quand Assimi a pris le pouvoir, ils ont fait appel à quelqu'un qui ne souffrait d'aucune ambiguïté. Quelqu'un qui ne souffrirait d'aucune contestation. Quelqu'un avec une probité. Quelqu'un vraiment en qui le Mali se reconnaît. Quelqu'un qui devait conduire le Mali jusqu'à terme. Si Bandao avait réellement mené la transition comme il se devait, il n'allait jamais avoir rectification de la trajectoire de la transition. 2, les élections seraient tenues effectivement selon la date indiquée. Mais l'homme propose, Dieu dispose. En cours de route, Bandao, il a dévié. En cours de route, Badawi, son premier ministre, au lieu d'œuvrer pour le peuple malien, ils ont commencé à servir les intérêts de la France. Les mêmes causes qui ont conduit
les militaires à se joindre à la population pour mettre un terme au pouvoir de M. Ibrahim Bakar Keïta, ils se sont rendus compte que ce sont les mêmes choses revenaient et on a eu l'impression que les gens sont morts pour rien. Ceux qui ont donné leur vie pour que le Mali change, on a l'impression que ceux-là sont morts pour rien. Donc Assimi Goïta, mais pendant combien de temps? Pendant plus de 6 mois, Bandao tergiversait. Pendant plus de 6 mois, la trajectoire de la transition n'était plus la même. Pendant plus de 6 mois, Bandao a été interpellé. M. Goïta, il a dit, il a interpellé à maintes reprises M. Bandao. Il a même dit qu'il a fait appel à la CEDEAO. Mais la CEDEAO n'a jamais levé le petit doigt. Bandao n'a jamais écouté. Pourquoi? Parce que Bandao, de connivence avec Alassane Dramane Ouattara, avait la bénédiction. Merci beaucoup Ali Dramera. Parce que Bandao avait la bénédiction de Macron à travers Alassane Dramane Ouattara. Bandao ne faisait plus pour la transition. Et ça, les gens de mauvaise foi, les Maliens égarés, les Maliens malhonnêtes, incapables, ceux qui ont volé mais qu'on n'a pas encore arrêté, c'est eux-là qui font la grande gueule. Bandao, on ne peut pas parler de poursuite de la trajectoire en ce moment-là, puisqu'il y a eu plus de 6 mois, le Mali a pris du retard. C'est ainsi qu'Assimi a dit, si c'est comme ça, non seulement nous allons rectifier la transition, mais mieux, nous allons donner la parole au peuple. Donc Assimi est venu avec 2 agendas. 2 agendas. Ceux qui disent qu'on ne connaît pas les agendas d'Assimi, Assimi est venu avec 2 agendas. 1, la rectification de la trajectoire. 2, il faut redonner la parole au peuple. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à négocier avec la Russie. Ils ont commencé la formation de nos militaires, les achats d'armes pour mener le combat qu'il faut. Et ensuite, ils ont commencé à préparer les assises pour la refondation, les assises nationales. Et ensuite, quand la CEDEAO est venue, ils ont dit à la CEDEAO, c'est vrai, nous avions dit à l'époque, mais nous nous sommes rendus compte que la trajectoire que nous suivions, si nous continuons avec cette trajectoire, le Mali va se retrouver encore quelques années plus tard dans le même scénario d'un coup d'État. Donc pour éviter le coup d'État au Mali, pour éviter que le Mali ne s'engouffre, pour éviter que les Maliens ne reviennent toujours coup d'État après coup d'État, coup d'État après coup d'État. Donc, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut changer. Mais moi, je pense que la CEDEAO, qui est la CEDEAO des peuples, aurait dû comprendre, ah, c'est la volonté du peuple. Mais vous avez un criminel comme Ouattara. Vous avez un manipulateur comme Ouattara. Vous avez un violeur de constitution comme Ouattara. Vous avez un irresponsable comme Ouattara. Ouattara qui est là pour veiller aux intérêts de la France et de dire à Macron, si Assimi Goïta t'a humilié hier, moi je peux te redonner toute la gloire aujourd'hui. Voilà le message. Ibé, salut à toi. Mais comment ne pas comprendre ça? Pourquoi voulez-vous que le Mali retourne toujours, année après année? Pourquoi le Mali doit retourner toujours dans la galère, dans la souffrance? On a dit trop, c'est trop, il faut arrêter ça. Alors, la CEDEAO dit non. Avant même la date butoir, le 27 février, la CEDEAO sanctionne. C'est comme si on vous dit, vous allez passer votre examen. Avant même la date des examens, les résultats sont déjà proclamés. Vous n'avez même pas participé aux examens, les résultats sont proclamés. Ceux qui devaient gagner ont gagné, ceux qui devaient être régalés ont été régalés. Voilà la réalité. Est-ce que concrètement, ces sanctions-là, voilà pourquoi on a parlé de sanctions illégitimes. De sanctions illégitimes. Quelle est la légitimité de ces sanctions-là?
Sur quelle base juridique reposent ces sanctions? La seule base juridique, je pourrais dire politico-juridique, c'était si au 27 février 2022, des élections n'étant pas organisées, alors on allait frapper le Mali des sanctions. Mais on vous dit, vous allez à un examen. Avant même la date de l'examen, vous apprenez que la liste des admis est affichée à l'école, alors que personne n'a participé à ces examens. Comment est-ce que vous allez réagir face à de telles pratiques? C'est ce que le Mali dénonce aujourd'hui. C'est ce que le Mali dénonce aujourd'hui. Avant, comment pouvez-vous sanctionner quelqu'un pour une faute qu'elle n'a pas commise? Comment vous pouvez mettre quelqu'un en prison pour un délit que la personne n'a pas commis? Voilà la réalité. Voilà la réalité. C'est pourquoi les Nations Unies se sont gardées d'intervenir. Sinon, si cette sanction était justifiée, l'Union européenne sait que si elle parle avant le 23, avant le 27, elle risque d'avoir des problèmes en Europe. Donc l'Union européenne s'est tue. Les Nations Unies se sont tues. Parce que si les Nations Unies parlent avant le 27, il y a problème. Vous voyez, la CEDEAO d'une certaine manière est solitaire dans cette bataille-là. Donc, la CEDEAO est solitaire. Donc maintenant, revenons sur les sanctions. Revenons sur les sanctions. Comme le disait tout à l'heure le prédicateur, écoutons-le un peu. Bon, si vous écoutez bien l'intervention de ce guide, mais si vous écoutez l'intervention de ce guide, c'est ce qu'Assimi Goïta a dit lorsqu'il parlait à M. Chérif Aïdara. Il a dit, la CEDEAO a son agenda que nous, on ne connaît pas. La CEDEAO défend son agenda. Nous, notre agenda, c'est le peuple malien. C'est ce que le monsieur dit ici. Donc, vous avez compris. Vous croyez que moi, je m'inquiète pour ces histoires des Maliens ivoiriens? Vous croyez réellement? Est-ce que vous me connaissez? Fatih Salana. Si vous me connaissez, vous allez vous rendre compte que vous-même là, ça dit, hé, laissez ce débat-là. Avançons. Qui peut m'empêcher d'être ivoirien? Qui peut me retirer ma nationalité? Personne. Qui peut m'empêcher d'être malien? Qui peut m'enlever mes origines maliennes et m'empêcher d'être malien? Personne. Donc, la bouche, le vent, qui est à vie, il avance. Donc, oubliez ça, avançons. Donc, on revient pour dire ceci. Ces sanctions terrestres. Ah, j'ai oublié quelque chose. Sanctions terrestres. Wow. Ah. Mais j'ai entendu mon jeune frère Sekou Tungara de New York. Il dit c'est officieux. Il semble que la transition demande à ce que les soldats de la MINUSMA, qui sont des ressortissants de la CEDEAO, vrai ou faux, je ne sais pas, mais il leur a été demandé de quitter le Mali.
dans 72 heures. Vrai ou faux, je ne sais pas. Alors, on va s'arrêter d'abord sur la MINUSMA. Je vous demande pardon. Je vous demande sincèrement de m'aider à ce que mon message puisse monter jusqu'à Koulouba. Aidez-moi à ce que cette vidéo, Rama, faut laisser les enfants des capotes percées. Est-ce qu'ils peuvent empêcher? Mais voilà, sapé, propre, en train de parler. Est-ce qu'ils peuvent m'empêcher de parler? Est-ce qu'ils peuvent couper mon direct? Donc Rama, il faut laisser. Est-ce que tu n'es pas fier de ton frère? Il faut laisser les moutons. Merci. Alors, revenons. Je vais revenir sur 2 points. Le premier, la présence des soldats de la MINUSMA originaires des pays de la CEDEAO. Deuxièmement, j'appelle la transition à commencer à sécuriser à travers des blocus. Ils n'ont encore commencé à sécuriser, je le dis, les abords de tous les camps de la MINUSMA au Mali. Je répète, c'est pourquoi je vous demande, faites tout pour que Assimi, je sais qu'Assimi est informé, mais il y a un élément que Assimi n'a pas. Lorsque la CEDEAO a échoué pour envoyer ses soldats en Côte d'Ivoire, parce qu'elle a échoué, elle n'avait pas les moyens financiers, elle n'avait pas l'équipement militaire adapté. Envoyer une force militaire, voilà Alassane Ouattara qui passe son temps à surendetter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui frôle les 20 000 milliards de dettes. Est-ce que vous avez compris? 20 000 milliards de francs CFA, dettes. Alassane, aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'est pas loin des 20 000, je répète, la Côte d'Ivoire n'est pas loin des 20 000 milliards de dettes. C'est un pays comme la Côte d'Ivoire qui peut financer une guerre contre le Mali. L'argent va sortir où? C'est le Nigeria super endetté qui a du mal à combattre les terroristes qui va venir s'attaquer au Mali. C'est le Niger. C'est le Burkina. C'est qui? L'Algérie? Non, pas du tout. C'est les Béninois qui vont quitter chez eux là-bas pour venir ici. Les Togolais. La Guinée-Bissau. La Gambie. La Sierra Leone. Le Libéria. Ce sont ces pays qui vont attaquer le Mali. Avançons. Mais, pourquoi Gbagbo a été facilement délogé? Pourquoi Gbagbo Laurent a été arrêté facilement en Côte d'Ivoire? Parce que la CEDEAO, je vous l'ai expliqué la dernière fois, je le réexplique aujourd'hui, a écrit au Conseil de sécurité des Nations Unies pour venir en aide. Donc la CEDEAO a voté une résolution. Et dans la résolution, la CEDEAO demande au Conseil de sécurité de voter une résolution pour intervenir. Pas que la CEDEAO doit intervenir, mais c'est-à-dire les Nations Unies même doivent intervenir en Côte d'Ivoire. Et c'est la France qui a rédigé le projet de la résolution. La France de Nicolas Sarkozy. Et que s'est-il passé? Maintenant, les Nations Unies ont voté cette résolution. C'est là la Russie dit qu'elle regrette. C'est là Poutine dit qu'il regrette et il ne fera jamais ça.
Que s'est-il passé? C'est ça, j'ai dit, faites Asminaka voir cette vidéo là-haut. Les Nations Unies ont activé 3 forces simultanément en Côte d'Ivoire. L'OTAN. Donc, la France était devant. Donc, la France est intervenue en Côte d'Ivoire au nom de l'OTAN. N'oubliez pas ça. Deuxièmement, ONUCI Côte d'Ivoire. ONUCI Côte d'Ivoire. Donc, les Nations Unies ont activé l'ONUCI, qui n'était plus une force de maintien de la paix, dont le mandat de l'ONUCI a changé. Donc, l'ONUCI est devenue une force militaire, pas une force de préservation de la paix, non. Le mandat de l'ONUCI a changé en Côte d'Ivoire. Donc, donc la France est appuyée sur le 43e BIMA pour attaquer la Côte d'Ivoire. L'ONUCI pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et en même temps, Ouattara crée une force parallèle qu'il appelait FRC, Force républicaine de Côte d'Ivoire. Donc c'est eux qui étaient accompagnés par les éléments de l'ONUCI. C'est eux qui étaient transportés par les éléments de l'ONUCI. Voilà comment les 3 forces-là ont frappé le régime de Gbagbo. Et voilà comment Gbagbo est tombé. Et ce sont les forces rebelles, baptisées FRC. C'est eux qui sont allés arrêter Laurent Gbagbo à la présidence. Donc, ce que je dis... Oh là là, j'ai pris un peu de poussière, excusez-moi. Alors, je demande à Assimi Goïta de faire beaucoup attention à la MINUSMA. Et je sais que la Russie va s'opposer par tous les moyens à ce que le mandat de... Donne-moi une seconde là. Non. Donc, comme je le dis, je sais que la Russie va par tous les moyens s'opposer au changement de la mission de la MINUSMA au Mali. Donc cette mission-là va rester telle qu'elle est. Ça, c'est la chance que nous avons. Mais, c'est facile aussi de faire infiltrer des voyous. Après, on va écouter la bande audio de Christiapi. Alassane Ouattara, au temps du capitaine Aya Sanogo, il a fait entrer des mercenaires ivoiriens et des mercenaires burkinabés au moment où Blaise Compaoré était président. Ils sont entrés, ils ont été arrêtés par les éléments de Aya Sanogo puisqu'il avait l'information. Donc le service de renseignement de Aya Sanogo a mis la main sur tout. On les a même présentés à la télévision. Ouattara a payé des milliards à Aya Sanogo pour qu'on puisse libérer ces Ivoiriens. Et, oui, ces Ivoiriens qui avaient été arrêtés. Donc, ce que je cherche à dire ici, la CEDEAO n'a pas les moyens militaires pour intervenir au Mali. Mais je voudrais, avant d'aller plus loin, partager les gars. Hein? On est quoi? 2000? On est 2000? Ok. Si on est 2000, chacun n'a qu'à partager 2-2. Ça fait 4000. Chacun n'a qu'à partager 2-2 rapidement. Que chacun partage 2-2. Maintenant, on va écouter et puis je vais revenir. On écoute. Menace d'intervention militaire de la prétendue force d'attente de la CEDEAO au Mali. La grosse blague d'Alassane Ouattara. Ce dimanche 9 janvier 2022 au Ghana, à l'issue d'un sommet des chefs d'État de la CEDEAO, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont décidé de rompre les liens économiques et diplomatiques avec le Mali. Sous la mauvaise influence de la diplomatie ivoirienne, les présidents de la sous-région ont décidé de frapper durement le Mali. Fermeture des frontières terrestres et aériennes. Suspension de toutes les transactions financières et marchandes
à l'exception des biens essentiels comme les médicaments. Arrêt des aides financières. Gel des avoirs du Mali à la BCEAO. Rappel de tous les ambassadeurs de la CEDEAO au Mali. Des sanctions qui étaient déjà existantes, qui pesaient sur le Mali et qui sont confirmées, et puis une batterie de nouvelles sanctions additionnelles qui sont aujourd'hui annoncées à la suite du communiqué final de cette session extraordinaire sur le Mali qui s'est tenue à Accra. Alors, plusieurs choses ont été décidées par les États membres, par les leaders ouest-africains, notamment le retrait des ambassadeurs de la CEDEAO au Mali. Tous les ambassadeurs de la CEDEAO, donc chaque pays membre, seront rappelés chez eux. Il y aura également une fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, les frontières tant aériennes que terrestres. Par ailleurs, les leaders ouest-africains ont opté également pour une suspension des transactions financières entre la Banque centrale, donc la BCEAO, et le Mali. Cela signifie qu'il n'y aura plus possibilité d'effectuer des transactions entre ce pays et les autres États d'Afrique de l'Ouest, à l'exception de produits première nécessité, à l'exception de ce qui concerne par exemple les produits sanitaires. Il faut également savoir que les avoirs maliens ont été gelés au niveau de la BCEAO. En définitive, il s'agit d'un embargo complet sur ce pays qui sans nul doute va étrangler non pas la junte militaire, mais bien plus la pauvre population malienne. Dans ce drame sous-régional, le rôle de la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi négatif. Alassane Ouattara, ancien gouverneur de la BCEAO, ami du président déchu Ibeka et qui préside la commission de la CEDEAO via son ministre Jean-Claude Cassibrou, a décidé de faire de la crise malienne une affaire personnelle. Toutes les sanctions prises contre Assimi Goïta et son gouvernement l'ont été à l'instigation d'Alassane Ouattara, lui-même putschiste, auteur d'une rébellion en Côte d'Ivoire. Puis, ivre de puissance, il ose menacer le Mali d'une intervention militaire de la force en attente de la CEDEAO afin de renverser les colonels au pouvoir. C'est le côté ubuesque de cette situation qui nous aurait fait éclater de rire si la vie du pauvre peuple malien n'était pas engagée. Par ailleurs, une annonce qui a été un peu surprenante et à laquelle on s'attendait peut-être moins, c'est la mise en alerte des forces de l'Union africaine qui, à travers un mécanisme propre à cette organisation, pourront, à partir du moment où ce sera décidé par les membres de la CEDEAO et accepté par l'UA, tout simplement rentrer dans le Mali jusqu'à 50 km à l'intérieur du territoire. Alassane Ouattara peut-il intervenir militairement au Mali? Sans aucune hésitation, je réponds non. La force en attente de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, plus connue sous le nom des COMOG, constitue théoriquement le bras armé de la CEDEAO. La première intervention de cette force s'est faite il y a 31 ans au Libéria et n'a pas été un souvenir impérissable. Le Libéria a été beaucoup plus déstabilisé par l'intervention des soldats nigérians de l'ECOMOG, car ils ont pillé les ressources de ce pays, violé les femmes libériennes et massacré les populations. Ils ont quitté ce pays en le laissant dans une crise humanitaire et sécuritaire abominable. Ce fut le même schéma en Sierra Leone, où les troupes désorganisées de Fodé Sanko et Aladji Kroma ont tenu en échec les soldats de l'ECOMOG peu motivés. Même en Côte d'Ivoire, la CEDEAO avait tenté une aventure politico-militaire avec la MICESI de 2003 à 2004, qui s'est soldée par un échec cuisant et la décision de son remplacement par la MINUSI, puis par l'ONUSI. Alors, quand Alassane Ouattara et quelques-uns de ses compères essaient d'effrayer le Mali en évoquant une possible intervention militaire, c'est une grosse plaisanterie. Tous les États qui se bombent la poitrine derrière le despote des lagunes n'ont ni la capacité financière, ni la logistique, ni la puissance militaire nécessaire pour soutenir une guerre de plusieurs semaines au Mali. D'accord, je vais m'arrêter là. Alors, je vais m'arrêter là. Merci. Voilà, lui, c'est un de nos enquêteurs chevronnés que je taquine par moment. Je lui dis, alors, mon jeune frère, tu es bien dans les enquêtes, mais en ce qui concerne les analyses, il faut laisser ça à ton grand frère Keïta. Alors, voilà, c'est Christian Pi. Vous avez entendu ce qui a été dit. Première question. Comme j'ai l'habitude de dire, posons-nous toujours les bonnes questions. Est-ce que lorsque 50 États, je dis bien 50 pays, ont soutenu un soi-disant président de la transition au Venezuela,
Est-ce que ces 50 pays-là ont tenté une seule fois, malgré les menaces des Américains, on va intervenir, les Européens, surtout les Français qui faisaient la grande gueule, ils ont compris, hey, les Américains nous trompent. Ne nous amusons pas à ce jeu-là. Parce que la France va y tomber dedans. Avec, je crois, je ne sais pas si c'est Hollande ou bien celui-là. Ils avaient annoncé une intervention. Je vous ramène en Syrie. Lorsque Barack Obama avait décidé que la ligne rouge ne soit pas dépassée par le président syrien. Et à Hollande de jouer les stupides, je me rappelle ce jour-là, j'allais au boulot, et Hollande sort bêtement, il parle. Maintenant, tout le monde a le regard fixé sur la France. La France ne peut pas bouger sans les États-Unis en Syrie. Mais la Russie était bien implantée. Alors, on a vu en Syrie, les puissances occidentales se sont liées militairement contre la Syrie. Avec l'aide de Poutine, ils ont échoué. Ils se sont liés politiquement, 50 États, pour soutenir un opposant au Venezuela, ils ont échoué. Donc, question, croyez-vous réellement pourquoi dans le nord, Assimi et les forces armées maliennes ont commencé à sécuriser le nord du Mali par les soldats de la Russie? Pourquoi ils sont en train... Non, les FAMA sont là, hein. On ne dit pas, eux, ils viennent. Non, non, non. Ils sont avec les FAMA. Mais ils ont leur camp à eux, et les FAMA aussi, ils ont leur camp. Donc, ils sont ensemble. Vous croyez réellement que le Burkina va s'engager dans une conquête militaire sans issue, alors que le Burkina lui-même est confronté à une situation? Vous croyez? Donc moi, je pense que Ouattara, c'est la grande gueule qu'il a voulu faire. Les gens attendent. S'il croit pouvoir s'attaquer, la Côte d'Ivoire, il pense qu'il est fort, il peut attaquer. Il peut attaquer. Alors donc, voilà la réalité. Aujourd'hui, on dit suspension ici, suspension par là. Je vous ai dit, il n'y a point de raison. Les gars, faites monter le mercure, partagez, faites monter le mercure. Je vous ai dit une chose, restons sereins, restons imperturbables. Faites monter le mercure, restons sereins et imperturbables. Je vous ai dit. Il y en a qui pensent que le fait que la BCAO, on est peut-être fermé le robinet de la BCAO, donc le Mali, non. Non. On ne peut pas venir sur les réseaux ici dévoiler tout. On ne peut pas venir sur les réseaux tout dire. Mais il y a une seule chose que je peux garantir aux Maliens. Je l'ai dit. Je suis en train de réfléchir. Je devais présenter certains produits. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Parce que je ne voudrais pas présenter quelque chose qui n'est pas. Non. Je vais d'abord donner la garantie à tous les Maliens de l'extérieur. À tous les Maliens de la diaspora. Ceux qui se posent des questions. Comment est-ce que nous allons pouvoir désormais approvisionner nos familles au Mali? Si il y a cette situation, je vous dis de partager, parce qu'il faut que les Maliens soient informés. Il faut que la grande majorité des Maliens, et comme je le dis aussi, vous avez la possibilité de vous abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Là, c'est Cheikh Oumar Keïta, Keïta Cheikh Oumar, le profil. Je le dis, je le répète. Je le dis, je le répète. On ne peut pas résoudre le problème de tout le monde. Mais je suis en train de mettre en place une plateforme de livraison à domicile. Les ressources, nous les avons. Les ressources, c'est quoi? Ce sont les produits agroalimentaires, ce sont les denrées alimentaires. Mais évidemment, ne me demandez pas d'aller acheter la viande au marché, pas du tout. Hein? Ou du poisson, non. Tout ce que nous avons comme produit agroalimentaire, qui est produit localement ou importé, si vous nous faites suffisamment confiance, nous sommes en train de mettre en place un réseau. Et c'est en fonction de ce réseau-là que nous allons essayer d'approvisionner les différentes familles. En tout cas, tous ceux qui sont dans la diaspora et qui voudraient passer par notre canal, qui voudraient passer par nous, parce qu'après, je vais vous montrer les différentes entreprises avec lesquelles je travaille et vous allez vous rendre compte que c'est du lourd, c'est du béton et ce n'est pas des gens avec qui on plaisante.
Et quand nous disons que nous allons vraiment assurer cela, nous allons le faire. Nous avons les moyens, par la grâce de Dieu, de le faire. Nous allons le faire. En plus de ça, nous allons mettre une plateforme aussi en place pour la résistance. La plateforme de la résistance. Sur les réseaux sociaux, je l'ai dit d'entrée de jeu, nous avons différentes manières, différentes perspectives. J'ai ma façon à moi d'aborder la politique qui n'est pas la même façon que certains Maliens qui ont commencé bien avant moi. J'ai ma façon à faire. Et pour moi, j'estime d'abord que le plus important, c'est que le Malien soit informé. Le plus important, que le Malien soit au courant. Le plus important, que le Malien sache où il faut mettre les pieds. Quand nous allons commencer cela et que les Maliens comprendront réellement, nos frères et sœurs comprendront réellement ce dont il est question, en ce moment-là, vous allez voir que les choses seront beaucoup plus faciles à gérer. Mais nous allons mettre cette plateforme-là en place. Vous achetez. Et bien entendu, ce sera facile. Hein? Ne croyez pas que ce sera compliqué. Mais comment on va envoyer l'argent? Si, avant, comment tu envoyais l'argent avant Western Union? Avant, comment tu envoyais l'argent avant MoneyGram? Avant, comment tu envoyais l'argent? On va passer par les systèmes classiques, les systèmes traditionnels. Avec les maracas, les autres, tout ça. On passe par eux. L'argent est envoyé, garanti. Vous avez, et ce système-là fonctionne jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc on peut passer par là. Nous allons assurer l'approvisionnement de vos familles, si vous nous faites confiance. Nous allons le garantir, nous allons le faire. Et sans problème. Mais j'attends, je suis en train de peaufiner les derniers détails. Dès que tout sera bien fait, si Dieu le permet, nous allons vous donner des informations. Ne vous en faites pas. La manière, parce que si vous envoyez l'argent, c'est sûr, tu envoies 100 000 francs avec Guéléa qui est là. Ah, si ton frère a pris les 100 000 francs, s'il a seulement donné 25 000, il ne faut pas te plaindre. Ou bien s'il a tout bouffé, pas te plaindre. Moi, je viens annoncer une information. Et on fait la politique, et on fait le social. On ne peut pas seulement faire la politique avec le ventre vide. Donc, nous allons continuer. Et en même temps que nous faisons la politique, nous informons. En même temps que nous informons, nous disons voilà, voilà, voilà. À partir de d'ici la fin de la semaine, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va vous donner plus d'informations sur la manière dont nous allons travailler ensemble. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire en un jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous préserve. On garde la foi, le Mali vaincra, le Mali ne tombera jamais. Par la grâce de Dieu. Et Dieu a la main dans le Mali. Ce n'est pas des soulards, des mangeurs de porc tels que Ouattara qui feront tomber le Mali. Le Mali de Sundiata Keïta, le Mali de Morbo Keïta, le Mali ne tombera pas. Le Mali du grand Bébé Adiaz ne tombera pas. Le Mali de nos pères ne tombera pas. On se donne la main pour travailler ensemble. On se donne la main pour vivre ensemble. On se donne la main pour vivre dans une harmonie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.